Donc nous sommes là sur la dernière présentation avant la pause déjeuner pour parler de comment le groupe Crédit Agricole conduit sa transformation d'agilité à l'échelle. Alors avant ça, nous allons nous présenter, même si certaines personnes sur cette estrade sont déjà connues par vous, ont déjà été présentées ce matin. Et en préambule, on voulait surtout mettre l'accent sur cette notion de transformation. La notion de transformation, ça peut être quelque chose qui peut être mal vu, mal perçu, même craint des fois par des équipes. C'est vraiment pas dans cette optique-là qu'il faut prendre ce terme. On est dans un terme de transformation, plus dans une conduite, une évolution vers une nouvelle façon ou une façon de fonctionner qui est dans la continuité de ce que vous faites, mais en mieux. Donc c'est une amélioration. On est vraiment dans du darwinisme là-dedans, on est dans l'amélioration de travail. Donc maintenant que ce petit préambule a été fait, on va faire un petit tour de table pour se présenter, avant vraiment qu'on pose toutes et tous nos questions à Xavier, qui est là, qui a le grand plaisir de présenter son expérience au Crédit Agricole, et aussi avec le support d'Odile et d'Alexis, qui sont là plus en éléments amenant des informations complémentaires sur à la fois les outils et sur la méthodologie. Donc, je vais commencer par moi-même. Donc Cyril Martin, j'ai travaillé avec certains d'entre vous au niveau projet, soit en tant que consultant, soit en tant que chef de projet, soit directeur de projet. Donc aujourd'hui, je ne travaille plus du tout, en fait. Je fais appel à mes équipes que vous voyez sur le terrain et chez vous en mission. Donc moi, je suis plus là en tant qu'animateur et répartiteur des temps de parole parmi ces trois personnes qui vont énormément parler. Donc en effet, on commence avec un tout petit peu de retard, pas grand-chose, Maïwen. Il est quasiment sûr qu'on va finir avec du retard. Donc que la session de questions-réponses soit peut-être ajournée ou raccourcie énormément pour que vous ayez le temps de manger. Mais sachez que si vous avez des questions, bien sûr, que vous voulez poser à Xavier, Odile et Alexis, vous pourrez le faire durant le temps de déjeuner, tout en laissant quand même la possibilité de manger un petit peu. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils meurent d'anémie en fin de journée. Donc voilà, donc, on va commencer le tour de table. Xavier, je t'en prie, présente-toi. Xavier Castan, mon titre c'est responsable de la transformation agile pour le groupe Crédit Agricole. Ça veut dire avant tout animer avec l'ensemble des filiales, parce que juste en quelques mots, on reviendra peut-être dessus, mais le Crédit Agricole c'est une multiplicité de marques, c'est 53 millions de clients, c'est 150 000 collaborateurs en France, dans le monde. Et même si je demandais simplement ici dans la salle, il y a pas mal de représentants qui peuvent lever la main du Crédit Agricole dans différentes entités. Il y a LCL, CATS qui est là, et peut-être d'autres, qui sont invité tous tes amis en fait. Voilà, on les a tous remplis. Une partie de la salle, c'est pour faire service d'ordre. Auparavant, j'étais dans l'entité CATS. CATS, c'est quoi, pour simplifier? C'est l'informatique pour les 39 caisses régionales, qui sont 39 banques de plein exercice. Et donc, j'essaie sur les parties transformation agile. On reviendra dessus tout à l'heure. Odile Moreau, donc conseillère stratégique pour Scale Agile Inc. et SPCT. Et Alexis Gache, donc moi j'ai rejoint Atlassian il y a environ 2 ans maintenant. Et Atlassian est en phase de mutation, on va dire. Hein, on cherche à se professionnaliser dans un certain nombre de domaines, et entre autres d'améliorer la relation qu'on peut avoir avec nos clients et nos partenaires. Et donc depuis peu, j'ai la direction commerciale d'un certain nombre de comptes stratégiques qui se situent entre la France, l'Espagne et l'Italie. Merci beaucoup pour ces présentations. J'espère que pour tout le monde, c'est clair maintenant ce que vous faites. Donc la première question est plutôt destinée à toi, Alexis, ou toi, Odile. C'est aujourd'hui, en termes de tendance de mise en œuvre de l'agilité à l'échelle, comment est-ce que ça se passe? Que la France est en avance, est précurseur, comme pour le Minitel, ou est-ce qu'on est vraiment en retard au niveau mondial? Merci pour la référence. Oui, je fais des références des années 80, la préciser au tout début. Minitel, ouais, je me souviens de ce que c'est, ouais, tout à fait. On voit que la progression est comparable à d'autres pays européens du monde. C'est vrai qu'en France, on a un petit peu de retard, en fait, parce qu'on est toujours un petit peu... on regarde, hein, on va regarder, on va apprécier, on attend pour se lancer, mais je pense qu'on n'a pas du tout à avoir de honte par rapport à d'autres pays. La croissance que l'on voit au niveau de Scale Agile est très bonne au niveau de la France. Et on voit que les Français, maintenant, également, se réveillent. Donc, ils n'ont plus peur de présenter leurs résultats. On a vu par exemple au Safe Summit de Denver l'été dernier que Orange par exemple était là pour démontrer aussi ce qu'ils ont fait. Donc je pense que la France est en train de se réveiller et peut-être même de repartir en croissance par rapport à d'autres pays. Donc là, sur la partie méthodologique. Et après, au niveau outils, Alexis, est-ce que toi, tu as aussi un retour d'expérience ou une vision? Moi, je pense que c'est corrélé. Alors déjà, l'arrivée d'Odile
et de ce qu'est l'Agile Framework en France est un signal plutôt positif, à mon sens. Si on le regarde au travers du prisme de l'outillage, il y a 2 lectures possibles, à mon sens. Très concrètement, aujourd'hui, Atlassian propose une solution qui est dédiée à l'agilité à l'échelle, qui s'appelle Jira Align, et qui a vocation à mieux outiller et orchestrer les différentes équipes qui concourent à des objectifs communs, donc vraiment dans l'agilité à l'échelle. Concrètement, cette offre-là, si on regarde le nombre de clients et le nombre d'utilisateurs, on a plutôt une avance côté américaine, clairement, indéniablement, devrais-je dire. Et puis, on va retrouver en Europe une avancée aussi côté Europe du Nord. Donc, si on le regarde au travers des outils, une fois de plus, qui est probablement discutable, et la France et le sud de l'Europe arrivent évidemment en dernière position, malheureusement. Il y a peut-être un point qui permettrait d'expliquer ça, c'est qu'on est quand même... je pense qu'on est une société d'ingénieurs, souvent dans les grosses organisations, et on aime beaucoup faire de la customisation et du développement, ce qu'on retrouve dans certaines grosses organisations bancaires. Je ne citerai pas le Crédit Agricole. Et donc, on a beaucoup d'organisations qui ont fait beaucoup de développement spécifique, toujours sur ce même socle qui est Jira Software d'ailleurs, avec ou pas Advanced Roadmap, pour essayer d'adresser les premiers niveaux, les premiers besoins qu'ils avaient en termes d'agilité à l'échelle. Donc, une fois de plus, c'est-à-dire que le regard au travers du prisme des outils n'est pas forcément représentatif de la maturité, à mon sens. Non, tout à fait, c'est une bonne remarque. Et d'ailleurs, si je dois nous donner moi aussi ma tendance côté Vaillantis, en effet, donc ça a été précisé, on est présent un peu partout dans le monde, en Nord-Amérique et Europe. Et c'est vrai que la tendance sur les années passées a été vraiment une prise de cette méthodologie et des outils sur la partie nord-américaine. Donc vraiment, les États-Unis et le Canada ont vraiment beaucoup avancé. Ce que tu as affirmé aussi et ce que tu as dit, Alexis, et je le valide, sur la partie Nord-Europe, sur la partie Benelux justement et Angleterre, ils sont aussi très en avance. Et en effet, en France, nous, les premiers projets arrivent. Et en effet, le Crédit Agricole fut un bon exemple de ces premiers projets. On a un autre projet actuellement dans l'aérospatial qui se passe en France, où l'agilité à l'échelle commence à prendre et à être développée, à être poké et industrialisée. Alors justement, Xavier, toi, grand précurseur du coup sur la zone française de l'agilité à l'échelle. Alors, je ne sais pas si on est précurseurs. En plus, on parle de transformation au singulier. Chez nous, c'est vraiment transformation au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment des réalités très différentes et même ce qu'on va appeler à l'échelle va avoir des consonances différentes selon les entités. Les entités, effectivement, on parlait de CATS, c'est une société purement IT, donc elle prend la complétude effectivement des équipes, c'est-à-dire 145 équipes aujourd'hui qui travaillent en tant que squad à l'échelle. Vous avez d'autres entités à travers le monde qui aujourd'hui sont encore en phase d'expérimentation et se posent la question jusqu'où ils vont aller dans cette notion d'agilité à l'échelle. On voit apparaître aussi quelque chose d'intéressant, c'est la complexité autour du mot agilité. C'est-à-dire le mot est devenu tellement bateau qu'à la fin, on ne sait même plus ce qu'on met dedans. Donc, ce n'est même plus la problématique de la transformation et pourquoi je me transforme, c'est des fois simplement que veut dire l'agilité. Ce qu'on voit, c'est 2 choses. La première, c'est que réellement, il faut l'associer au projet d'entreprise. Donc, la raison de pourquoi je vais aller sur cette transformation et donc comment je vais mener. Et ça, c'est essentiel. La deuxième, c'est de voir des tendances qui apparaissent qui sont intéressantes. Alors, on parle beaucoup de l'IT. Nous avons au moins une caisse régionale parmi les 39, sur lequel, c'est notre ancien DG côté CATS, mais qui a dit, moi je veux, et il a dit à tous ses managers qu'il a pris en séminaire, je veux que nous soyons effectivement un déploiement de l'agilité sur toute l'organisation. Et quand vous êtes caisse régionale, l'essentiel des collaborateurs, ils sont où ? Ils sont dans le réseau. Donc ça renvoie à cette question, ça veut dire quoi l'agilité pour eux ? C'est avant tout un état d'esprit, un élément de culture sur la capacité pour chacun de trouver des solutions et pas être dans l'exécution, mais dans la prise de responsabilité. Et ça, c'est un courant qui est essentiel parce qu'on le retrouve au-delà de, pour nous en tout cas l'agile sur l'IT, même au sein du groupe, on a comme tous des ambitions et en 2025, on a ce qu'on appelle un indicateur qui s'appelle l'indicateur de mise en responsabilité, voulu par le groupe, sur lequel on mesure et on demande à chaque collaborateur, non pas, avant ça s'appelait l'indice d'engagement et de responsabilité, mais de mise en responsabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on a un modèle managérial qui permet à chacun de considérer qu'il est porteur lui-même des succès de l'entreprise. Et je pense que là, on a vraiment une mise à l'échelle de l'agilité qui est beaucoup plus forte que l'approche traditionnelle qu'on mettait plutôt du côté IT qui a été les précurseurs. Je ne sais pas votre conviction. Non, mais c'est tout à fait correct, Xavier. On le voit de plus en plus, et je pense que vous l'avez très bien dit.
c'est l'état d'esprit en premier. Hein. Vraiment, on doit s'adapter au changement. On n'a pas le choix. Hein. Il y a tellement de choses qui se passent au niveau du marché que si on fait les choses comme on les a toujours fait, on ne gagnera pas, je peux dire la guerre, mais bon, on va pas gagner. Donc ce qui est important, c'est cette vue, c'est cette pensée. Et comment on peut appliquer les valeurs, les principes et le faire en sorte que ça marche pour nous. Le but, c'est pas d'implémenter Scrum, Kanban ou Safe, c'est d'avoir une vision sur où est-ce qu'on veut en tant qu'entreprise, entité, et comment on va adapter ces principes, ces valeurs pour que ça marche pour nous. Et ça, je pense que c'est la grande différence entre les personnes qui... Allez, on lance des équipes, on voit et à un moment, ça marche, bon, c'est bon, on y est. Et des gens qui ont vraiment compris, et c'est pour ça qu'on a eu une discussion un petit peu préliminaire sur la transformation, c'est être résilient. On sait que le changement, ça va toujours se passer, ça sera de plus en plus brutal, ça sera de plus en plus volatile, ambigu. Je ne vais pas revenir sur Vika, mais et je pense que c'est ça, en fait. Hein, comment on va s'adapter et comment on va apprendre et s'améliorer. Et c'est ça qu'on appelle ça une transformation. Oui, donc du coup, là, Xavier, c'est finalement comment est-ce que vous avez réussi, en tout cas, comment vous avez convaincu l'ensemble des collaborateurs, finalement, à faire cette démarche vers l'agilité à l'échelle. C'est plutôt avec une vision globale, avec une mise en place de responsabilités, avec finalement une entreprise résiliente, en tout cas, mise en place de la résilience. C'est ça qui a permis de motiver et d'arriver à cet objectif de la mise... Alors, je vais un peu casser ta question, parce que justement, le mot global n'est absolument pas ce que nous vivons au Crédit Agricole. Même si je suis responsable en transverse, je suis là pour aider les entités, mais chaque entité est autonome. Chaque entité définit son approche. Je trouve que dans la salle, justement, de nos collègues de LCL, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont engagé, ils sont au démarrage de leur transfo, la façon de designer avec les collaborateurs en disant on ne fait pas de l'agilité, on fait une organisation agile qui apporte plus de valeur. Et je trouve que si vous avez l'occasion au déjeuner, ils sont par ici, on vous les présentera, d'aller discuter avec eux, vous allez voir que l'approche apporte vraiment l'essence de l'agilité. Donc on a une approche ici singulière. D'autres vont être dans l'expérimentation en disant je veux essayer effectivement en vue de m'améliorer. Et c'est ça qu'on donne. Je pense que souvent on parle du droit à l'erreur. Enfin, très honnêtement, moi, je trouve ce terme assez bateau, là aussi, hein, qui ne marche pas. Je pense que c'est plutôt un droit d'essayer, voire ça devrait être un devoir d'essayer. Est-ce que je suis capable d'essayer en vue, moi, à mon équipe, à un niveau département ou tribus, vous êtes déjà transformé, d'améliorer la performance de l'entité et est-ce que je comprends en quoi ma contribution améliore. Et c'est ça qu'on veut développer dans les entités, chez nous, mais en respectant le rythme de chacun. On pourra revenir sur la façon dont on conduit effectivement cette transfo, on la restitue à un niveau groupe, mais ça c'est vraiment essentiel dans notre ADN. Très bien, merci. Et pour faciliter justement, alors Odile en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est partie des conduites de changement, alors il nous a pointé une vidéo où si on aimait les hommes, on pouvait aller voir cette vidéo, mais je pense que même si on n'aime pas les hommes, on peut aller voir cette vidéo. Elle nous fait quelque chose. Oui, je vois que oui, c'est passé des choses. Je fais de la Pour ceux qui viennent d'arriver, ça peut être perturbant quand même. Bon, d'accord. Surtout sur le fond, pas la forme. Hein. Et après, pour ceux qui veulent voir la conduite du changement, il y a une conférence cet après-midi animée par Philippe Rigaud, donc vous pourrez avoir un petit rappel là-dessus, mais pas sur la vidéo, hein, ça sera sur autre chose. Mais en effet, comment a été menée au sein Crédit Agricole, ou en tout cas de l'entité sur laquelle se met en place l'agilité à l'échelle, comment a été menée la conduite du changement et qu'est-ce qui a fait que cette conduite du changement a été vraiment, alors tu as donné quelques pistes là, mais comment vraiment ça a permis de prendre cette mayonnaise? Alors, je vais prendre un exemple. Donc, si on dit qu'on a une soixantaine d'entités, je vais commencer par l'entité où j'étais précédemment, qui est CATS. CATS, c'est une vaste transformation pour apporter davantage de valeur et aider les caisses régionales dans leur propre transformation digitale. Et en l'occurrence, on a eu beaucoup de modifications. C'est-à-dire qu'on a eu une modification en disant on passe de 160 managers, je crois, à peu près 60. Hein, c'est ça, Catherine. On dit on va regrouper certains sites, c'est-à-dire qu'on aura moins de sites de présence en France, donc avec des trajectoires personnelles, et on va recruter. On a recruté en 3 ans 800 personnes pour changer nos compétences et nous meubler. Ce qui marche dans le changement, je pense, c'est deux choses. C'est une vision portée par le top management et un dirigeant qui dit voilà ce que nous voulons obtenir et pourquoi nous le faisons ensemble. Après, évidemment, dans une transformation comme on a connu, c'est compliqué. On va connaître des difficultés, mais en tout cas, il faut avoir cet élément-là qui est communiqué. La deuxième, et très honnêtement, ça m'a marqué, parce que nous, on ne l'a pas eu comme problème, et j'en ai parlé avec d'autres collègues, c'est l'embarquement, justement, du département des ressources humaines.
Pourquoi je dis nous, ça ne va pas être un problème? Parce que fondamentalement, on le portait conjointement. À partir de là, il n'y a pas eu la difficulté en disant tiens, les rôles agiles, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vient en confrontation? Non, on a construit ensemble les formations, l'acculturation de l'agile pour tous, et donc on a construit cette proposition de valeur. Et je pense que le change, il passe si vraiment toutes les forces de l'entreprise travaillent ensemble. Dans le modèle de CATS, en 2018, on a expérimenté sur 8 équipes agiles. En 2021, on avait à peu près 140, à peu près l'ordre de grandeur. Donc, avec des rythmes différents. On ne disait pas on prend une partie de l'entreprise, on disait même au sein, toutes les tribus sont posées, plutôt par domaine, comme les crédits, la distribution. Et à l'intérieur, on va passer au fur et à mesure que l'équipe a les ressources, peut travailler en mode produit, on basculera en agile. Et comme on est présent sur 6 sites, les questions qui étaient, c'est de discuter avec mes collabs et les collaborateurs en demandant toujours la question, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller sur l'agile? Et là, on voyait les premiers résultats en disant, oui, réellement, on ne veut pas revenir en arrière. Pourquoi on ne veut pas revenir en arrière? Il y a des choses qui ne sont pas faciles, hein. On pourra reparler de l'outillage ou autre, mais surtout parce que ça nous responsabilise, parce qu'on est capable de porter, parce que c'est nous, en tant que petite équipe, qui portons effectivement cet effort et cette réussite dans l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui marche. À partir du moment où on a ces éléments de preuve, et moi je vois un peu les transformations comme avec un peu la métaphore du sablier, c'est-à-dire qu'il faut à la fois des preuves par le terrain qui remontent, il faut absolument une vision et une descente du top management. S'il n'y a qu'un des deux, il me semble, en tout cas il y a peut-être des contre-exemples dans la salle, que ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça rencontre ou un plafond de verre, ou au contraire une incompréhension pour les équipes de pourquoi ils doivent changer leur méthode de travail, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les transfos, ok, dès qu'on a passé les 30 ans, on a tous vécu une multiplicité de transformations. Et on n'a pas compris pourquoi il fallait de nouveau se transformer, donc qu'est-ce qui n'a pas marché d'une certaine façon. Voilà, c'est un peu long, il y a certainement d'autres approches que tu veux partager. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que c'est ça. Excuse-moi, je te tutoie, mais... je vais survivre. Ouais. D'accord, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, c'est mon côté hollandais, on tutoie tout le monde, même le Premier ministre. Il n'est pas Premier ministre. Non, je ne suis pas encore. Bon, pourrait, hein. Pas encore. Voilà, au Royaume-Uni, c'est une question de peut-être, temps. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut avoir toutes les personnes qui vont aider à faire cette transformation possible. Donc, on sait que c'est de l'humain. Donc, les ressources humaines, automatiquement, on va parler de nouveaux rôles, on va parler d'autonomie, on va parler de façon différente d'évaluer le travail. Donc si les ressources humaines ne sont pas habilitées à déjà comprendre quels sont les impacts et à les aider et à aider les humains dans cette notion, ça va être désastreux. Tout ce qui est aussi bien ancré dans l'organisation, par exemple les budgets. Hein, on fait les budgets une fois pour 5 ans, et ensuite on voit ce qui se passe, et puis on demande toujours de l'argent, il y en a toujours de moins en moins. La gestion en version produit, on ne fait plus de projets, on a des produits qui ont un cycle de vie, et il faut faire en sorte qu'il y ait des équipes pérennes et sereines qui peuvent faire évoluer ce produit. Et puis aussi regarder les opportunités. On l'a vu, et je pense que le Crédit Agricole a aussi vu, dans des crises, on a aussi des opportunités pour aider nos clients, pour aider nos collaborateurs à mieux aller. Donc si on prend toutes ces personnes-là, et que ça ne soit pas le rôle de l'IT, c'est crucial pour la réussite. Et moi, je me souviens quand on a fait la transformation avec Air France KLM, dans l'équipe qui s'occupait de la transformation, on avait des gens du portefeuille, on avait des gens des ressources humaines qui aussi avaient le lien avec tous les syndicats, parce qu'on va changer beaucoup de choses. On avait également la communication, parce que je pense que tu l'as dit et redit, hein, la vision, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit portée, il faut qu'elle soit redite, hein, parce qu'on a tendance à le faire une fois, on a fait un grand kick-off, mais il faut le répéter, ces choses-là. Donc toutes ces choses-là, l'IT, bien sûr, hein, on va changer les façons radicales de construire les produits, de les faire évoluer. Donc ça, c'est vraiment, moi j'appelle ça les 3 mousquetaires, on est tous, un pour tous, tous pour un. On ne peut pas séparer les choses. Non, tout à fait. Et je trouve qu'en effet, on parle d'engager toute la société, la communication, aider finalement à l'évolution des postes. Et tout ça, finalement, en tout cas, cette partie communication et finalement le trust qu'on peut mettre, la confiance qu'on peut mettre avec ce qu'on a fait, afficher ce qu'on a fait,
Pour ça, les outils Atlassian, là, sont magiques pour ça. Et je pense qu'avec ce qui a été présenté auparavant par Pascal et Grégory, avec la notion de Teams et autres outils pour justement communiquer ouvertement, je pense que c'est une aide complémentaire. L'outil ne fait pas tout. Et après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Alexis. Je peux qu'abonder. Hein. Non, je plaisante. Mais non, toute plaisanterie mise à part, je pense que l'outillage est un élément important et ce n'est pas l'élément essentiel, clairement. Enfin, tout ce qui vient d'être expliqué par Xavier Odile autour de l'humain est évidemment plus complexe et plus long à mettre en œuvre. D'ailleurs, on a progressé. Hein, historiquement, on avait tendance à venir positionner ou présenter des solutions. On s'aperçoit qu'on commence maintenant par questionner, essayer de comprendre quel niveau de maturité et à quel niveau le client se trouve avant de présenter quelque chose qui peut lui paraître magique. Donc l'outil fait pour moi office de catalyseur, il va aider à ancrer la transformation dans l'organisation, enfin la transformation, les évolutions que subit l'organisation, en fournissant un certain nombre d'indicateurs, en aidant, on va dire, dans la prise de décision. Mais même au travers du prisme de l'outil, ça reste des sujets qui sont, on en discutait tout à l'heure, qui restent toujours un peu compliqués à mettre en œuvre dans les organisations. Mais ça me paraît difficile aujourd'hui, sans outils, sans favoriser la collaboration, sans la mise en place des outils de préférence Atlassian, je pense que vous l'avez compris par vous-même, d'arriver à faire collaborer, communiquer et aligner ces différents acteurs. Enfin, combien d'équipes, tu disais 100... Alors, sur la partie CATS, c'est 145. 145, c'est colossal. Donc c'est une entité on va dire un peu plus de 2000 personnes. Donc on a près de tout le reste. Hein. Sur la ligne métier et si, c'est 10 000 personnes en tout, en interne, plus les externes. Donc je pense qu'on est bien à un moment donné un peu obligé d'arriver à trouver des mécanismes qui favorisent la collaboration, le partage d'informations, surtout quand on est sur des volumes qui commencent à dépasser les 2000 utilisateurs. Oui, c'est ça, que des post-it sur un board, ça ne suffit pas, c'est un peu léger, quoi. Il faut d'autres outils, de façon plus simple. Xavier, quelles ont été du coup les difficultés que tu as pu rencontrer, toi ou tes équipes, justement sur cette mise en place? Alors, sur la mise en place d'outils, déjà, la richesse du groupe fait que nous n'utilisons pas que des solutions Atlassian. Hein, qui a aussi, comment c'est possible? C'est parce que ça fonctionne bien, il y a du Triscale, il y a du ServiceNow, il y a plein de réalités différentes. Jusque-là, il y a deux choses pour moi dans l'outillage. Le premier, c'est que, quoi qu'on en dise, l'outillage n'est pas qu'un moyen, il aide à structurer des choses. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait. Et on pourrait revenir sur Jira qu'on déploie chez CATS. Là, mes collègues en parleront mieux, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont chez CATS. Ça aide à structurer les choses, mais il faut aussi développer des usages pour vraiment on ait la valeur de l'outil. Sinon, le ROI n'y est pas, il me semble. Et ça, c'est essentiel. Donc, il aide à structurer, et après, il aide vraiment, et c'est un élément de facilitation. Aujourd'hui, les difficultés qu'on a sont de deux ordres. La première, c'est justement d'avoir ces cas de réussite, et la deuxième, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il nous faut des solutions communautaires. Donc comment on l'aborde, nous, en réflexion dans le groupe, comme les entités sont libres, on travaille ensemble avec tous les référents pilotes de la transformation agile dans toutes les entités, au moins filiales, et on identifie, on est en train de commencer à travailler, on a commencé en juillet, à dire c'est quoi les solutions qui nous semblent intéressantes à promouvoir pour deux raisons. Une raison économique, pouvoir proposer des contrats cadres et donc du coup avoir un coût économique global. Et la deuxième, favoriser et faciliter tout ce qui va être les projets agiles à l'échelle, mais entre entités. Ça, c'est aujourd'hui, on peut le dire, hein, je pense beaucoup le diront, dès qu'on a, par exemple, les assurances ou les moyens de paiement, les paiements avec les distributeurs, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes solutions. Et là, ça perturbe la façon de travailler. Donc ça, c'est un des sujets qu'on doit embarquer. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des sujets qu'on embarque, nous, au niveau groupe, actuellement. Il y a peut-être un nouveau sujet, d'ailleurs, autour de ce qui a été présenté par Grégory tout à l'heure. Je reviens sur la notion d'agilité au niveau des caisses. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais une des évolutions qui a été mise en place chez Atlassian et présentée rapidement par Grégory, c'est la capacité qu'on a aujourd'hui à définir à la volée une équipe pluridisciplinaire, mais qui n'est pas forcément teintée IT. Hein. L'exemple que Grégory donnait, c'était pour organiser cet événement, ça a probablement nécessité de mettre différents acteurs autour de la table, issus de différents horizons, de différents départements. L'idée qu'on cherche à promouvoir aujourd'hui dans Atlassian, c'est cette capacité qu'on aurait à définir une équipe globale, et en appuyant sur un bouton pour schématiser, ça crée l'environnement de collaboration, l'environnement qui permet de partager les activités entre ces différentes parties prenantes. Je pense que ça concourt aussi, enfin en tout cas c'est ce vers quoi on va, pour essayer de favoriser l'agilité en dehors du monde de l'IT. Oui, je pense. Et
Odile, est-ce que toi, sur tes expériences passées, tu as pu avoir, pareil, des points de difficulté sur la mise en œuvre? Tu parlais de Air France KLM tout à l'heure. Est-ce que tu as, par exemple, pour ce client-là, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou pour d'autres clients que tu as pu suivre? Alors, se mettre d'accord, s'aligner, ça c'est déjà pourquoi on veut faire cette transformation. Le business va parler un langage peut-être différent de l'IT. Les ressources humaines auront aussi d'autres éléments. Donc déjà, nous, ce qu'on préconise, c'est de faire des ateliers de création de vision. Et pour ça, on peut aussi utiliser différents outils pour bien s'aligner. Et aussi, et ça j'ai bien apprécié ce que tu as dit, Xavier, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, hein? On a une vision commune, mais il faut qu'elle soit acceptée et décentralisée et mise en œuvre le plus décentralisé possible, hein. On a les objectifs clés, mais si je traduis, si je contextualise, qu'est-ce que ça veut dire et comment moi je vais contribuer, hein? Quelle est cette contribution? Si on n'est pas aligné et très clair à ce niveau-là, les gens vont être perdus. Est-ce que c'est... en anglais, on appelle ça « what's in it for me », hein, qu'est-ce qu'il y en a pour moi? Comment moi je vais mettre ma contribution? Donc ça, on le voit très très bien. Et puis, parler un langage commun. On a un avantage quand on utilise un framework, en tout cas, on a les mots et les définitions qu'on peut vraiment s'aligner dessus. Hein, si quelqu'un parle en sprint, en itération, en incrément, est-ce qu'on a les mêmes choses? Donc je pense qu'avoir un langage commun, et également, je ne suis pas une spécialiste d'Atlassian, hein. J'ai fait Trello, j'ai fait Confluence, que j'adorais d'ailleurs, mais je pense que ça c'est aussi super important, parce que pour l'outillage, si on utilise des mots pour dire différentes choses, ou un même mot, et que ça, enfin, je veux dire, ça va aussi perdre du sens. Et quand on va faire, par exemple, les dashboards, ça ne va pas dire la même chose pour tout le monde. Donc ça, je pense que ça, c'est crucial. D'ailleurs, sur ce point-là, si je me souviens bien, quand on a commencé sur le projet CATS, la première chose qui a été mise en œuvre, ce qu'on ne se comprenait pas, c'était d'arriver à définir une nomenclature, de savoir quels étaient les objets qu'on manipulait, quelles interactions il pouvait y avoir, quel nom on allait leur donner, sachant que la déclinaison dans les outils pouvait différer. Parce que les premières réunions étaient un peu chaotiques, enfin, on avait du mal à savoir de quoi on parlait. Je ne peux qu'abonder dans ton sens. Pour expliquer, c'est pas qu'on essayait d'avoir beaucoup de définitions, c'est plutôt que quand on a transformé CATS, on est passé en se disant l'agilité à l'échelle viendra à partir du moment où on aura suffisamment d'équipes qui sont basculées en agile. Et on était dans une organisation de produits s'inspirant de Spotify. Quand on a commencé à avoir cette problématique de travail en transversal, on a dit il nous faut créer un objet qui ne sera pas de niveau squad sur son produit, mais plutôt de niveau tribu pour pouvoir faire parler tous les trimestres ensemble les leaders de tribu, au nom effectivement de leurs équipes. Et on a fait une définition, on a inventé un peu cet objet, cet artefact, en disant c'est un objet plus gros qu'on a appelé, pour toute une problématique de wording, un besoin majeur, mais il est monotribu. Puis on a commencé à parler, et puis on a commencé à voir que chacun avait une définition légèrement différente et qui posait un problème. C'est que quand on parlait, je crois qu'il y en a qui disent oui, bah oui, c'est-à-dire qu'il y en a un qui disait sur le même sujet, moi j'ai mon besoin majeur, je vais le faire, et moi quand je l'ai refait en doublon de mon côté puisqu'il est monotribu, moi je ne le fais pas. Donc il n'y a plus de synchronisation. Quand on a pris l'outil Jira, c'est-à-dire aussi, il va nous aider à repenser les choses, à restructurer ce qu'on est obligé, contraint par l'outil. Et on a revu ce qu'on appelait le cadre normatif en 6 mois, on a reposé tous les objets de toutes les équipes et on a redéfini ces définitions communes. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont pures et parfaites en étant communes? Jonathan, qui est au premier rang, vous dirait pas toujours. Donc vous voyez que c'est un élément qui est toujours compliqué parce que chacun va venir interpréter en disant oui, mais pour moi, dans mon contexte, au niveau d'une tribu, au moins, eh bien, j'ai des choses qui sont légèrement différentes. Et si on n'a pas ça, je pense qu'on perd tout le bénéfice, effectivement, de l'outillage, quel qu'il soit, quoi. Clairement. Oui, c'est ça. Finalement, c'est avoir le même langage, la même définition pour pouvoir échanger et communiquer avec les autres. En fait, c'est à la base de tous les conflits, finalement. C'est des problèmes de communication. Même si là, ce n'est pas un conflit, mais pour mieux avancer ensemble, il faut qu'on parle le même langage. Donc finalement, on est sur la définition de quels sont les termes que nous allons utiliser. Et pourtant, ça paraît si simple que vous vous dites, mais oui, c'est comme le principe de simplicité dans le design. Si vous faites du design, j'ai jamais entendu un seul client, je viens du monde du design, qui me dit, moi, je veux un service qui est très compliqué, qui est intéressant pour personne. Donc, puisque ça ne marche pas, pourquoi on arrive toujours à quelque chose de compliqué? On arrive parce qu'on est sur l'interprétation, effectivement, ou que les règles d'implémentation sont beaucoup trop compliquées. Et c'est ça qu'on doit revenir en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, quel que soit le nom de tes objets, en disant, il y a quelque chose avec des priorités à niveau stratégique, et tu descends vers l'exécution simplement en découpant.
tout à fait. Du coup, là, tu as évoqué tout à l'heure le terme de ROI. Donc, je me demandais, est-ce que maintenant, avec le recul, et peut-être que les équipes de CTS peuvent parler, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à sortir un retour sur investissement de la mise en œuvre de l'agilité à l'échelle au sein du département CTS ou d'autres départements du groupe Crédit Agricole? Alors, je ne vais pas parler au nom de CTS, sinon ce serait compliqué. Mais en tout cas, oui, on a des enjeux autour, comme tout le monde, hein, du time to market. On sait que sur des gros sujets, on a pu revoir ce time to market. Donc ça, c'est un élément d'amélioration qui est vraiment une preuve. On a une capacité des équipes à s'organiser et à revoir, à pouvoir challenger des projets qui étaient des projets des fois extrêmement complexes à gérer. Pour autant, est-ce qu'on a fini cette partie-là au moins au niveau de CTS? Non. C'est-à-dire qu'il y a encore des projets, il y a encore ce sujet de l'agilité à l'échelle sur des gros programmes transverses qui est encore vraiment crucial à mener. Donc, il y a des gains sur le TTM, il y a des gains sur la capacité à pouvoir donner une autonomie, donc à découper les choses, mais on n'a pas fini. Globalement, nous, ce qu'on s'est dit au niveau de toutes les entités qui avaient réfléchi, on s'est dit notre tableau de bord, on veut un tableau de bord pour montrer la transformation et on va simplifier les choses en disant quel impact ça a eu sur quoi, sur 4 indicateurs, mais bateaux, mais qui nous semblent intéressants après dans l'appropriation. Ton time to market, en identifiant tes projets phares, ne le mets pas sur tout, des fois ça ne veut rien dire, mais identifie tes grands marqueurs qui sont justement les priorités. Ton time to deploy, à partir du moment où tu as fini effectivement les tests unitaires, tu mets en production, parce que des fois on ne sait pas séparer ce qui est en CI/CD ou pas, et donc plus j'aurai de CI/CD, plus meilleur sera l'indicateur. Le troisième, sur justement l'indicateur de mise en responsabilité, en disant plus les collaborateurs se sentiront investis, plus ils seront fidèles. Donc c'est aussi un élément de ROI, fondamentalement. Il y a des enjeux très forts. Dans l'autre salle, tout à l'heure, on parlait de la difficulté de recruter et de garder des ressources et des talents. C'est un élément clé. Et puis quatrième, qui est juste ce qu'on appelait la qualité, on dit mets une base 100 sur ton stock d'incidents majeurs et vois l'impact que va avoir le déploiement de l'agilité et l'organisation de produits dans ce stock. Attendu que pour certaines entités, une crainte de l'agilité, c'est que spontanément, ça aggrave effectivement ce niveau de qualité, au moins au démarrage. Donc, on va travailler sur ces preuves-là. Après, les preuves purement, vraiment économiques ne sont pas toujours évidentes, en tout cas pour nous, au niveau du groupe à date, à pouvoir restituer. C'est-à-dire que sur ces 4 indicateurs, aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de retour pour savoir s'il y a eu une amélioration. On met en place. Moi, je suis arrivé sur la partie Transfo Group, ça n'existait pas au mois de juillet. On a décidé avec l'ensemble des entités, pour l'instant, on regarde à définir, et donc à la fois ces indicateurs, les objectifs, et à voir comment ils vont être implémentés en termes d'ambition. Et après, chaque entité définit ses propres indicateurs liés à sa transfo, puisque là, ils peuvent être très différents suivant les cas de figure. Alexis, est-ce que tu aurais, toi, des retours, des ROI de certains clients qui ont mis en place l'agilité à l'échelle avec les outils Atlassian? En fait, dans les phases d'avant-vente, pour être très transparent, on va essayer de quantifier quels sont les bénéfices auxquels le client peut escompter, espérer. Et en fait, on a fait une espèce de cartographie de tous les axes sur lesquels on pense pouvoir gagner un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels la quantification est assez complexe, très difficile à mettre en œuvre. Il y a d'autres éléments qui sont assez factuels. Si la suppression d'un outil, par exemple, on peut le quantifier. Il y a des éléments où on essaye de mesurer, on ne l'a pas fait chez CATS à ma connaissance, mais on essaye de mesurer quels sont les objets qu'on appelle orphelins, par exemple. Quels sont les objets sur lesquels il y a une part de la capacité des équipes qui est attribuée. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est la part d'autonomie de l'équipe. Par contre, on cherche à mesurer son évolution dans le temps, donc sa tendance plutôt. Et quand on s'aperçoit que beaucoup d'objets sont déconnectés du besoin majeur, par exemple, ou enfin d'une feature, ou peu importe comment on l'appelle, on peut commencer à regarder et se dire peut-être que je peux restituer une partie de cette capacité à faire. Donc globalement, on ne va pas dire on va gagner X euros, mais on va contribuer à probablement produire X pourcentage de valeur métier complémentaire. C'est là où je dis que c'est toujours difficile à quantifier. En revanche, je pense ce qu'on va mesurer aussi, c'est les éléments. Enfin, on avait une discussion tout à l'heure. Est-ce que les équipes, d'une manière générale, considèrent qu'elles ont un avantage? Est-ce qu'elles gagnent plus de visibilité? Est-ce qu'elles ont plus d'indicateurs sur les projets transversaux, ceux qui sont les plus complexes à piloter? Après, le traduire sous forme de $4 ou €, c'est pas toujours simple. Nos Américains font ça très bien avec 3 règles de 3, ils économisent 200 millions. En Europe, on met la liste et puis on ne va pas forcément jusqu'à la quantification, sauf dans ces phases d'avant-vente où il faut quand même justifier à un moment donné. Je pense qu'un des reproches qu'on pourrait d'ailleurs se faire, c'est de ne pas continuer l'exercice après-vente, voir quels sont réellement les axes sur lesquels on a réellement progressé. En effet.
Et toi, Odile, sur par exemple Air France KLM, est-ce qu'il y a eu malgré tout des indicateurs qui ont été mis en place pour voir quelle a été la plus-value ou le gain réalisé? Oui, ça a été aussi une question assez difficile à mettre en place parce que KLM voulait pousser l'exercice des métriques jusqu'à quelles sont les conséquences au niveau du développement sur les résultats métiers. Donc ça, on a abandonné, on a persévéré parce que nos sponsors nous poussaient à nous poser des questions et ça a été un très bel exercice, mais à un moment, on s'est dit non. Retournons sur les bases. Hein. Donc, ce que vous avez dit tous les deux, on l'a vu également. Ce qu'on a appris, c'est que c'est pas seulement les chiffres qui sont intéressants, mais comme tu l'as dit, Alexis, c'est les tendances. Est-ce qu'on arrive à prouver des choses? Et puis, quelquefois, on a des accidents qui sont très heureux. Je me souviens, je pense que je peux le dire, parce que maintenant il y a prescription, ça fait des années que je n'y suis pas allée, mais on avait une hypothèse, parce qu'encore une fois, avec l'agilité, c'est beaucoup des hypothèses, hein, surtout au niveau des grandes initiatives. On pense qu'on va avoir une hypothèse. Et je me souviens, il y avait une hypothèse que si on allait développer une grande fonctionnalité, ça allait aider les grands intégrateurs, groupe Bolloré et ces choses-là, à gagner des parts du marché. Et en fait, les équipes ont travaillé sur cette fonctionnalité, on l'a mis en service, enfin, ils l'ont mis en service, et au bout de quelques semaines, on a vu que oui, on avait des résultats, mais pas où on escomptait les avoir. Donc c'était surtout pas dans les petites et les moyens intégrateurs où on a vu une part de marché supérieure à 20%. Et ça, c'était un heureux accident, hein, comme quand je vous l'ai expliqué ce matin. Hein. Quelquefois, il faut se tromper pour apprendre. Et ça a été quelque chose qu'on a pu mesurer très rapidement. Ce que j'appréciais également, je ne sais plus s'ils le font parce que je n'utilise pas trop leur application, mais à chaque fois qu'on mettait à jour l'application, hein, donc Air France, on poussait des messages. Est-ce que vous êtes satisfait des nouvelles fonctionnalités, est-ce que ça vous aide? Et ça, c'était aussi bien pour la satisfaction client, hein, parce que tu l'as dit, hein, on le fait pour nos clients, pour nos utilisateurs, et ça, je pense que avec le design thinking, hein, la conception des produits, on ne peut pas ne pas avoir le client final à côté de nous, parce que sinon on va faire des trucs qu'on pense que ça va apporter de la valeur. Je pense que ça, c'est aussi super intéressant de mesurer, et je pense qu'il y a de plus en plus de choses, puisque quand on fait une démo, on peut mesurer l'appréciation ou le NPS, hein, le Net Promoter Score, si les gens ont adoré, et puis aussi qualitativement, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils ont aimé, et qu'est-ce qu'on devrait faire plus et qu'est-ce qu'on devrait faire moins. Donc ça, ce sont aussi des... Je ne sais pas si ici Atlassian, je sais que KLM avait fait un truc avec un dashboard sur Confluence pour aider à la diffusion de ces retours sur le NPS. Et ça, c'était des choses qui étaient super intéressantes. Bon, après, nous, on peut faire beaucoup de choses, mais un des éléments, en revanche, sur lequel on travaille, c'est que je pense que cette notion d'indicateur, elle devient de plus en plus importante. Une fois de plus, je crois que c'est quelque chose qui a été présenté tout à l'heure, c'est la notion d'uniformiser pas les référentiels de données, mais d'avoir une espèce de data lake dans lequel on puisse puiser pour sortir des indicateurs qui soient alimentés par les solutions Atlassian ou non Atlassian, d'ailleurs. Ça, c'est un élément important pour essayer de corréler les choses. Il y avait un événement qui s'appelait Agile en scène il y a quelques semaines à laquelle j'étais présent, Xavier aussi d'ailleurs, où on regardait un retour d'expérience d'une grosse banque qui n'était pas le Crédit Agricole. Bon, c'est pareil, ils avaient beaucoup phosphoré sur quels étaient les indicateurs qu'ils devaient mesurer. Pour autant, la personne qui présentait expliquait que tout ce qu'il faisait, c'était dans l'idée d'améliorer le business. Mais il n'y avait pas de corrélation, il n'était pas capable de dire « j'ai amélioré le business ». Donc on a des indicateurs de lead time, de combien de temps je mets pour aller jusqu'en prod, ce genre de choses. On sait que tout ça va dans le bon sens, en fait. On sait que la tendance est bonne. Est-ce que je suis capable de dire je gagne 200 € de plus par an depuis que j'ai mis Jira Align? Est-ce que les bénéfices sont liés à la transformation elle-même? Est-ce qu'ils sont liés à l'outil qui la transforme? Est-ce qu'ils sont liés aux gens qu'on a rajoutés dans le cadre de cette transfo? Enfin, c'est utopique, je pense, d'aller dans cette direction-là. En revanche, on s'aperçoit quand même que la tendance semble être bonne. Et bon, je pense que c'est la raison pour laquelle toute organisation aujourd'hui mute vers un operating model agile. Je pense que la démonstration est faite de manière empirique, entre guillemets. Complètement. Alors là, je sais, Maïwen, je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'elle me dit? On a encore 8 minutes. Et après, on va manger. D'accord. Très bien. Merci, Maïwen. Donc, si on devait résumer en quelques mots, finalement, cette transformation du Crédit Agricole, en tout cas département ou multitransverse, finalement, c'est un travail d'humain qui s'appuie sur des outils,
mais il faut accompagner l'humain au travers d'outils qui vont supporter cette transformation et la mise en place finalement d'une vision claire, comprise de tous, partagée, avec des objectifs, de la résilience aussi dans cette transformation, avec le droit d'échouer et d'apprendre de ses erreurs, et après définir finalement des chiffres, des indicateurs, pour voir quelles seraient les tendances finalement, est-ce que c'est une tendance positive ou négative. Xavier, veux-tu ajouter quelque chose à cette conclusion ? Je crois qu'en commençant à travailler avec l'ensemble des entités, on commence à faire un peu notre tableau de bord par entité, de plus en plus j'ai envie de supprimer le mot transformation. C'est un mot qui fait peur à des dirigeants et qui en plus est faux. C'est-à-dire que quand on commence à mesurer cette maturité, les gens disent « mais moi je n'ai pas encore fait de roadmap de transformation agile ». Et pour autant, tu n'es pas au niveau zéro. C'est-à-dire que tes équipes sont responsabilisées, tu livres de la valeur, tu travailles d'une certaine façon qui permet de dire que tu fais déjà de l'agilité. Donc on est plutôt dans l'amélioration, effectivement, l'agilisation d'organisation. Et j'aimais bien justement, je crois que c'est LCL, où Laurent disait effectivement, moi c'est une organisation agile que je veux. C'est-à-dire capable effectivement de sortir davantage de valeur, de travailler différemment, mieux. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. C'est de gommer cette partie-là pour rassurer tout le monde et dire on est dans l'amélioration et on sera dans l'amélioration constante. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce mot transformation, c'est scary. Je pense que les entreprises qui peuvent mieux comprendre ce que c'est que l'agilité. L'agilité, la définition de l'agilité, c'est s'adapter au changement. On sait que le changement, il est constant. On ne sait pas s'il va être très grand, petit, à droite, à gauche, mais en tout cas, il est là. Et je pense que si les équipes et les sociétés, les entreprises, les unités apprennent à comprendre, tiens, je fais quelque chose, ça a une conséquence. J'apprends, je fais de l'expérimentation, j'implémente, j'aide les autres également, parce qu'on a appris beaucoup, donc pourquoi réinventer la roue? Parce que je pense que ça, c'est aussi important. Bien que chaque entité soit différente, l'état d'esprit, les moyens qu'on va mettre en œuvre vont se ressembler. Par contre, la contextualisation locale, encore une fois, ça elle est cruciale. S'il y a une équipe qui se dit on va faire des cycles courts parce que pour nous ça marche mieux, et il y en a une qui fait oui mais nous on fait plutôt du recurring, on fait des choses qu'on répète, bah, nous les cycles courts ça nous intéresse pas. Comprendre les différences, comprendre comment on s'adapte pour atteindre nos objectifs, ça c'est plus important. Encore une fois, on fait de l'adaptation, on devient résilient. Le but, c'est pas de faire de l'agilité, c'est qu'un moyen pour y arriver. Et ça, je pense que c'est crucial. Donc peut-être qu'on va renommer les matériaux sur l'adaptation au changement. Ouais. Non mais non, on a fait trop de roll-up chez Vaillantis avec transformation, c'est pas possible. Mais je te rassure, il reste des transformations. Je ne pense pas qu'il y ait de transformation dans le monde bancaire. Si vous regardez en revanche dans le monde automobile, il y a des vraies transformations. Quand des comme des fabricants comme Mercedes, alors je le parle parce que c'est un grand client qui migre dans le cloud toutes ces applications, quand ces acteurs-là se trouvent challengés par un Tesla, il faut une transformation. Ils passent réellement d'un modèle A à un modèle perpendiculaire qui est B. Nous, on est dans un modèle A vers A', vers A seconde à la rigueur, mais il y a quand même beaucoup d'industries aujourd'hui qui continuent à être fortement challengées, mais pour lesquelles une transformation s'impose. Je pense que dans le bancaire, c'est probablement un peu différent et plus progressif. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si on prend des questions, soit on empiète sur le temps de repas, c'est ça? C'est pas grave, Maïwen? C'est bon. Comment culpabiliser la personne qui pose la question? Oui, c'est ça. Oui. Alors d'abord, est-ce que quelqu'un a faim? Si on prend les questions, mais on ne donne pas de réponse. Donc oui, c'est ça. Il a allumé le micro? Il a allumé. Ok. Donc, bonjour. Donc, je suis Amara Koulibaly. En fait, je travaille pour BPCE Paiement. Bonjour Alexis. On a faim, Amara. Tout à fait. Je vais me dépêcher. Non, ça va être très très court, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste une question pour Monsieur Constant. En fait, est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous partager par rapport à la remontée d'indicateurs? Parce que c'est quand même un enjeu fort pour les managers qui veulent faire du pilotage. Mais lorsque l'on regarde les indicateurs que l'on qualifie d'agile, en fait, ça ne correspond pas trop à ce qu'eux veulent en termes de pilotage. J'entends par là, en fait, ils ont certainement des exercices budgétaires ou autres à faire annuellement, bien sûr. Ils ont d'autres indicateurs pour piloter l'entreprise,
Mais malheureusement, si eux-mêmes n'ont pas eu cette transformation, en fait, ils ne vont pas comprendre les indicateurs d'agilité classiques, hein, on va dire au hasard, la vélocité, le burn-up, burn-down, tout ce que vous voulez. Ça va pas être en fait évident pour eux d'intégrer ça. Alors, comment vous, en fait, au Crédit Agricole, vous avez réussi à gérer cette demande du management ou des strates supérieures par rapport à des indicateurs de pilotage? Alors, très honnêtement, en tout cas chez CATS, des fois les fondamentaux, je trouvais, n'étaient pas acquis. C'est-à-dire des entités, enfin des équipes avaient peur de remonter, non pas la vélocité, ok, c'est pour toi, mais plutôt effectivement les éléments d'indice de confiance dans ce que tu seras capable de livrer, en disant on va me juger. Non, on ne va pas te juger, tu es une entreprise, donc tu dois donner ces éléments-là. Et donc il y a deux choses à résoudre. La première, tu dois l'avoir, donc ça c'était de pousser à l'avoir, il y en a encore dessus, il me semble, hein, chez CATS. La deuxième, c'est qu'on se plante sur le terme, ce n'est pas du reporting qu'on fait, c'est du pilotage. Si on fait du pilotage, qu'on applique le principe de transparence, c'est-à-dire qu'on a besoin des éléments qui gèrent la même chose à un même moment pour dire, est-ce que par rapport à ce qu'on a pris en engagement de marché, quand je dis de marché, c'est le TTM à la base. Hein. Si tu veux livrer quelque chose, si c'est un TTM pour un TTM, moi je peux te livrer n'importe quoi très rapidement, ça va plutôt être bon. Si je l'ai prévu à une date, c'est qu'on s'est mis ensemble sur une date et qu'il faut que tu me donnes l'indice de confiance pour obtenir le PMV ou les autres versions. Donc on revient à de quoi nous avons besoin conjointement. Et je pense qu'on est justement, souvent, on rencontre la difficulté, c'est que c'est du reporting, ce n'est pas du pilotage. Et que le deuxième élément, donc il faut travailler dessus. La deuxième, c'est qu'il y en a peu, enfin il devrait y avoir peu, les KPI, comme son nom l'indique, hein, c'est qui. Et on va avoir une multiplicité d'indicateurs en confondant effectivement ce qui me permet de générer de la valeur, ce qui est peut-être des indicateurs qui sont propres, et vraiment les KPI. Et si on est sur un KPI, ça va être souvent de, OK, comment on délivre cette valeur? Est-ce que ce qu'on a mis en production s'assurer qu'on a très peu de défauts? Voilà. Donc si tu veux, je ne peux pas dire qu'on a pleinement réussi. Peut-être des entités dans le groupe sont meilleures actuellement et nous feraient des retours différemment dans la salle, au sein du groupe. Mais globalement, on doit être sur la façon de repenser, effectivement, la façon d'être sur peu d'indicateurs, mais qui sont surtout sur la valeur, pas l'agile en tant que tel. Oui. Et bien, tu vois, là, tu parlais d'économique, mais je pense que si tu reprends sur un modèle, une approche capacitaire, tu as déjà pas mal d'éléments qui ressortent au lieu de demander finalement, continuellement, combien de jours on a consommé, à quel moment, pourquoi. Si ton approche capacitaire, c'est en vision produit, tu es plutôt sur le coût de ton produit et sur les indicateurs associés au produit, en plus de ceux liés à la façon de travailler. D'accord, ok. J'ai une question complémentaire qui me vient comme ça, en fait. Est-ce que vous, donc côté Crédit Agricole, vous avez repensé en fait les processus qui tournent autour des équipes qui ont été agilisées? Je pense notamment au processus budgétaire, je pense notamment au fait de prévoir un plan stratégique. Et forcément, vous êtes un grand groupe, un plan stratégique sur 4 à 5 ans. Comment vous arrivez en fait à faire fonctionner ces deux plans stratégiques avec des équipes qui, en fait, sont catégorisées comme agiles, donc qui ont foncièrement une vision à, allez, 1 ou 2 PI. C'est ce qu'on leur demande. Donc du coup, est-ce que vous avez réussi à faire ce travail-là? Est-ce que vous avez réussi à éduquer en fait le management là-dessus par rapport à ces visions à 1 ou 2 PI et pas plus, qu'on peut bien sûr reprioriser, etc. Comment ça s'est passé en fait? Alors, je peux faire une réponse en deux points. Première, comme on est vraiment des réalités au sein du groupe, c'est difficile de donner une réponse unique. Pour autant, on va avoir ce même besoin de priorisation au niveau même du niveau le plus haut. On l'appelle portfolio, on l'appelle comme on veut. On peut prendre au moins au sein de CATS au moins un exemple. À un moment, les équipes disaient mais qu'est-ce qui est prioritaire? Moi en tant qu'équipe, mais je dois faire un nombre de contributions que je ne comprends pas. Quand on a une nouvelle TG qui est arrivée, Laure, assez rapidement, elle a dit, vous voulez les priorités? Moi, je vais vous donner déjà les 10 priorités que je mets, en commençant par le fonctionnement, donc on est vraiment sur le fonctionnement, la partie sécurité, et elle a donné au moins un premier top 10. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Le deuxième élément, je pense que c'est vraiment des poupées russes. Et j'en parlais avec des banques européennes, notamment en Finlande, de dire il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire que tout s'inscrit. Moi, je suis dans une équipe, j'ai plutôt une vision effectivement sur des sprints et sur l'équivalent d'un trimestre. Au-dessus, je suis sur un trimestre. L'entité, je suis sur l'annuel. Et à niveau groupe ou plus large, je suis sur du pluriannuel. S'il n'y a pas cet alignement en permanence et cette revue, mais ça descend et ça remonte, ça ne marche pas, il me semble. Et sinon, on fait un plan projet qui est en fin de compte un fichier Excel et puis je prends les lignes au fur et à mesure. Je n'ai pas de réponse plus large qu'aujourd'hui. C'est une préoccupation qu'on doit être capable de traiter. On ne va pas dire qu'on fait
rien, au contraire, on fait bien les choses, mais on a besoin effectivement de réel... Et ce n'est pas une éducation, c'est plutôt un alignement, une façon de travailler ensemble sur ces visions et descendantes et remontantes. Parce que si en tant qu'équipe, tu ne dis pas quelle est ta capacité qui est allouée et au run ou l'amélioration continue de ton produit, il est certain que tu ne donnes pas des bons indicateurs pour savoir si je peux embarquer de nouvelles initiatives, de nouveaux gros sujets au niveau le plus haut de l'entreprise. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que il n'y a pas qu'une roadmap, il y a plusieurs roadmaps. Donc par exemple, si tu as un grand constructeur automobile, tu as la roadmap marketing sur les prochaines 10 années. Celle-ci, elle doit être mise en relation avec la stratégie, la roadmap de stratégie de ton entreprise. Et ensuite, grâce à des portefeuilles, à la gestion de portefeuille, tu peux découper ça par chaîne de valeur, par train et ensuite par équipe. Je pense la grosse erreur, la misinterprétation qu'on peut avoir, c'est que c'est bien de penser les prochains 3-4 PI dans le futur, parce qu'encore une fois, il faut que tu te projettes. Par contre, le commitment que tu as au niveau de tes équipes, c'est OK, prochain trimestre, et là, on s'occupe des premiers 2 semaines pour arriver à ça. Et je pense que là, les outils sont cruciaux pour faire en sorte qu'il y a le lien entre ces différentes visions des roadmaps et qu'on puisse voir s'il y a quelque chose qui se passe au niveau des équipes pas prévues ou il y a une opportunité, quelles vont être les conséquences pour la roadmap générale et comment on peut utiliser ces différentes vues pour communiquer au juste niveau. Par exemple, le marketing, eux, ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Eux, ils regardent déjà, oui, mais attends, on a le roadshow à Detroit en 2027, il faut qu'on produise ce modèle-là. Donc, comment on va le faire? Donc, c'est encore une fois la coopération, la transparence et avoir un outil qui peut être lu un petit peu de tous ces niveaux. Ça, c'est important. On va, c'est-à-dire on va clôturer. On va clôturer. Donc voilà. Donc merci à vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à exploiter ces 3 personnes. Merci de votre participation. On aime bien être exploité. Merci. Valiantis, lead the way.